Je vais vous parler du système productif des hommes. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer par en parler sans euros. Si on prend la Terre d'un point de vue anthropocentré, ou même pas d'un point de vue anthropocentré du reste, la Terre, c'est un grand ensemble qui comporte pour les hommes des ressources exploitables. Et ces ressources, je vais les mettre dans deux morceaux distincts, les ressources renouvelables et les non renouvelables. Alors, renouvelables et non renouvelables, il faut parler des échelles de temps, parce que certaines choses sont renouvelables à des échelles de temps longues et non renouvelables à des échelles de temps courtes. On va dire que renouvelable, c'est tout ce qui se renouvelle spontanément à l'échelle d'une vie d'homme ou moins. Et puis non renouvelable, c'est ce qui ne se renouvelle pas à l'échelle d'une vie d'homme ou qui met tellement longtemps que ce n'est pas la peine d'en parler. Donc voilà à quoi ressemble la Terre, carré avec les yeux dans les coins, comme aurait dit Coluche, au moment où les hommes apparaissent. C'est un ensemble de ressources. Alors, arrive notre... pardon, quelque chose qu'il faut préciser. J'y reviendrai plus tard, c'est que ces ressources ne nous ont rien coûté. Donc la Terre s'est formée, on n'a pas payé pour ça, on n'a pas payé pour la formation du Soleil, 10 milliards d'années après le Big Bang, on n'a pas payé pour la première génération d'étoiles qui, à partir de seuls protons, ont fait les 92 éléments du tableau de Mendeleïev, donc tous les éléments qu'on trouve sur Terre, ça c'était gratuit. On n'a pas payé pour l'apparition sur Terre de continents, d'une atmosphère, d'un océan, de 30 millions d'espèces vivantes, de sols cultivables, etc. Tout ça est gratuit, hein, données gratuites. Et puis on arrive là-dedans, et puis nous, on va se mettre à avoir une activité productive. Alors c'est quoi une activité productive du point de vue des hommes, enfin de l'humanité? C'est je prends des ressources, soit je les consomme directement, soit je les transforme pour en faire autre chose que je trouve plus sympathique, parce que voilà, c'est plus facile de ne pas faire des taches de jaune d'œuf sur sa cravate avec une fourchette qu'avec du minerai de fer. Donc je trouve que c'est bien de transformer du minerai de fer en fourchette. Alors du point de vue des hommes, la production économique ou pas, du reste, elle se décrit en termes de flux d'une manière très simple. Je prends dans les stocks de ressources, je transforme et j'en fais autre chose qui a plus d'intérêt pour moi. Dans les stocks de ressources renouvelables, au début de notre espèce, nous sommes peu nombreux, notre prélèvement unitaire est faible, donc on ne change pas le niveau des stocks renouvelables. Le stock de poissons n'est pas modifié par l'activité des premiers pêcheurs sur Terre, ça ne change pas grand-chose. Par contre, dès lors qu'on tape dans les stocks de silex, les stocks de silex se mettent à baisser. Alors ils baissent de manière imperceptible au début, mais quand même ils baissent. Et puis, à un moment, on va découvrir, et je vais longuement revenir là-dessus, ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie. Et vous allez voir qu'en fait, l'énergie, c'est un amplificateur de la possibilité de prélever et de transformer. En fait, c'est ça l'énergie, c'est un amplificateur de cette possibilité. Donc, une humanité avec de l'énergie, toute chose égale par ailleurs, prélève et transforme beaucoup plus qu'une humanité sans énergie. Mais encore une fois, j'y reviendrai plus tard. Alors, tout ça est très bien. Et puis un jour, on découvre qu'il y a une partie de notre production qu'on peut mettre de côté pour augmenter la production future. C'est ce qu'on appelle le capital. Donc en gros, c'est de la production qui ne se détruit pas quand on s'en sert. Et donc ça permet d'augmenter, encore une fois, la production future. Alors on trouve ça très bien, on lit la Bible, on croit et on se multiplie. Et plus on est nombreux, plus on va prélever et transformer et avoir de choses transformées. Et moins on a évidemment de ressources naturelles vierges restantes. Et puis à un moment, on va devenir tellement nombreux et tellement productifs que non seulement on a baissé les ressources non renouvelables, les minerais, le pétrole, mais on se met également à baisser les stocks qui auparavant étaient renouvelables. Le stock de poissons a baissé, par exemple, le stock de forêt a baissé. Donc un certain nombre de stocks qui avant se renouvelaient tout seuls se mettent à baisser. Et puis dans cette activité débridée, on crée des sous-produits. Par exemple, quand je transforme un silex pour en faire une pierre taillée, eh bien j'ai des sous-produits, c'est des éclats de silex dont je ne fais rien du reste parce que c'est des trucs que j'ai obtenus en taillant le silex, voilà, ça s'appelle un déchet. Alors des éclats de silex, c'est pas un déchet que la nature, trouve extrêmement gênant, ça reste là par terre et on va dire que ça n'empêche personne de vivre. Mais quand on devient très nombreux et très transformeurs unitairement, eh bien, la quantité de choses indésirables associées à notre production devient extrêmement importante et elle va avoir pour effet de dégrader la qualité des actifs résiduels. Donc si j'ai énormément de tanneries, eh ben, je bazarde énormément de trucs dans les rivières et ça dégrade la qualité des rivières restantes. Voilà. Donc ça, c'est la représentation de l'activité physique de l'humanité. C'est ça, en fait, notre système économique. Je prends, je transforme, et au passage de cette transformation, je crée des choses que je n'ai pas demandées, mais qui sont là quand même, qu'on appelle la pollution, et qui vont venir dégrader les actifs résiduels. Et la convention que nous avons choisi d'adopter il y a longtemps, et que nous avons commencé à théoriser il y a longtemps, c'est que quand on va parler économie dans ce système-là, on va juste s'intéresser aux deux flux que je viens de cercler en rouge,
c'est-à-dire là où on va avoir des hommes qui sont intervenus dans le processus qu'on va payer pour faire quelque chose ou pour se défaire de quelque chose, donc des salaires et des rentes. Et donc la totalité de ce qu'on paye quand on achète un objet, ce n'est pas la matière de l'objet que Mère Nature nous a donné gratuitement, c'est les gens qui sont intervenus dans le processus entre la mine et l'objet et à qui on a payé soit des salaires, soit des rentes. Donc le prix, ou le PIB qui est un agrégat de prix, eh bien ça n'est rien d'autre qu'un flux qui est la contrepartie économique de notre flux de transformation, donc de destruction de ressources naturelles, qui va de la gauche vers la droite. Ce n'est pas une comptabilité actif-passif, donc ce n'est pas parce que le PIB augmente qu'on peut dire qu'on s'enrichit. Pour dire qu'on s'enrichit, il faudrait que la valeur conventionnelle additionnelle de ce que nous avons créé soit supérieure à la valeur conventionnelle négative, cette fois-ci, de ce que nous avons détruit. Et donc, dans une vision actif-passif, le jour où la valeur marginale de la dernière voiture qu'on a construite est inférieure à la valeur marginale des derniers stocks de minerais de fer et de biodiversité qu'on a détruits pour construire cette voiture, on s'arrête de faire des voitures et on vit happily ever after, comme dans les contes, avec les voitures qui existent déjà. Évidemment, ce n'est pas du tout ça que nous avons pris comme système. Et en fait, le système qu'on a pris, il postule, et vous allez voir plus tard qu'en fait c'est même explicite, que nous nous trouvons dans un monde infini, dans lequel, en fait, le moins de gauche, c'est-à-dire la dotation aux amortissements, est epsilonesque, quelle que soit l'activité de transformation, et donc c'est juste pas la peine de s'en occuper. Voilà. Et en fait, le drame initial, c'est qu'on continue à fonctionner aujourd'hui avec une approximation au premier ordre qui date d'il y a 2 siècles, à une époque où notre activité de transformation était 100 fois plus petite qu'aujourd'hui. Alors, dans cette affaire, il y a l'énergie, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était un démultiplicateur de notre activité. Alors, l'énergie, vous savez qu'il y a un ministre pour ça, je ne suis pas sûr qu'il connaisse la définition de l'énergie. Du reste, je ne vais pas vous la donner aujourd'hui, mais je vais vous dire une chose, je vais vous résumer l'énergie à ce que c'est vraiment. L'énergie, c'est ça. L'énergie, en fait, c'est ce qui alimente l'exosquelette que nous nous sommes créés, sauf qu'il n'a pas cette tête-là. Ce n'est pas celui-là qu'on enfile le matin quand on part au boulot. L'exosquelette que nous nous sommes créés, voilà la tête qu'il a vraiment. C'est le parc de machines que nous avons installé sur Terre et qui travaille à notre place. Car les vêtements que vous portez ont été fabriqués, transportés, cousus, taillés, stockés par des machines. La tartine beurrée que vous avez mangée ce matin, elle est faite de blé qui a été semé, récolté, transformé, transporté par des machines. Les vaches ont été traites par des machines, etc. Enfin, nous vivons dans un monde de machines. Et en fait, l'énergie, c'est la nourriture de ces machines. Alors, ces machines en question nous ont constitué un costume d'Iron Man qui est particulièrement puissant. Parce qu'on va voir quelques machines que nous avons autour de nous. Alors, si on prend une première machine qui est nous-mêmes, on n'est pas une machine très très puissante. Vous voyez que si je prends quelqu'un, par exemple, qui fait 4000 mètres de dénivelé dans la journée, pas mal, 4000 mètres de dénivelé dans la journée, hein, c'est aller de Chamonix au sommet du Mont Blanc, ou pour ceux qui veulent rester à Paris, c'est faire 12 fois la Tour Eiffel dans la journée, avec les jambes, hein, pas avec l'ascenseur. Donc vous voyez qu'à la fin de la journée, quand même, on est content de manger sa soupe aux haricots. Eh bien, si vous faites ce genre d'effort, vous allez développer 1 kWh d'énergie mécanique dans la journée. Si vous faites ça sur 10 heures, vos jambes auront une puissance moyenne de 100 watts. Voilà, donc vous êtes puissant comme une grosse ampoule à partir du moment où vous faites ce genre d'exercice physique quand même assez intense. Alors maintenant, je prends un objet aussi anodin qu'un mixeur à soupe. Vous voyez, le truc qu'on met dans les poireaux, là, l'hiver, on fait bzit, ou l'été, du reste, on peut faire ça avec des soupes aux courgettes, c'est très bon. On met ça dans la casserole, ça fait bzit. Et bien, au moment où vous appuyez sur le bouton, vous avez instantanément 4 cyclistes qui sortent de la lampe. Là, vous avez une lampe à génie dans votre cuisine. 4 cyclistes qui sortent de la lampe et qui se mettent à pédaler pour vous, parce que la puissance du moteur de votre petit mixeur à soupe ridicule, c'est 400 watts, c'est-à-dire 4 fois des paires de jambes surentraînées qui sont capables de faire le Mont Blanc dans la journée. Si vous passez l'aspirateur, parce que vous avez mis de la soupe partout, eh bien, à ce moment, c'est 10 cyclistes qui apparaissent instantanément au moment où vous appuyez sur le bouton marche-arrêt. Voilà, ils sortent du néant, ils se mettent à pédaler pour vous, puis quand vous réappuyez sur le bouton marche-arrêt, ils retournent dans leur boîte, dans leur lampe, et ils disparaissent. Vous montez un ascenseur, comme il y en a juste à côté d'ici, à ce moment, c'est 50 cyclistes qui sortent du néant et qui se mettent à pédaler pour que l'ascenseur se mette en mouvement. Soyons un peu plus sérieux, le tracteur dont je parlais tout à l'heure qui vous a permis de manger votre tartine, lui, il est puissant comme 600 paires de jambes, ou comme 90 chevaux attelés, donc bien évidemment ça coûte un peu moins cher, c'est pour ça qu'on l'a fait. Prenons un engin de travaux publics, lui il est puissant comme des milliers de paires de bras, et c'est notamment grâce à ces engins qu'aujourd'hui, avec un salaire du bas de l'échelle, on peut quand même s'acheter un logement avec quelques années de salaire, voilà, truc qui était juste impensable avant l'apparition de ces machines. Un camion, toute la société dépend des camions. Aujourd'hui, sans camion, les villes meurent de faim. Eh bien, lui, il pédale comme des milliers de fois les jambes de son conducteur.
Et enfin, si je prends un laminoir industriel, comme il y en a un à Dunkerque ou un à Fos-sur-Mer, eh bien, pour remplacer les 2 laminoirs que nous avons à Dunkerque et à Fos-sur-Mer par des gens qui taperaient sur la tôle pour développer une puissance équivalente, je devrais prendre la totalité des salariés du privé en France. La totalité des salariés du privé en France ont une puissance, c'est-à-dire 20 millions de personnes, sont juste capables de remplacer 2 laminoirs industriels qui, à l'heure où je vous parle, sont chacun pilotés par une personne. Une personne. Il y a évidemment plus de monde dans le laminoir parce qu'il faut la maintenance, le machin, etc., mais une personne. Donc, les machines que nous avons mises sur Terre, en fait, ce sont elles qui travaillent pour nous, et l'énergie, c'est leur nourriture, c'est leur croquette pour machine, c'est pour ça que c'est si important dans le système productif que nous avons bâti, et elles ont permis, ces machines, de démultiplier la puissance musculaire de l'humanité par plusieurs centaines. Alors, je vais vous le dire maintenant d'une façon très économique. Si nous n'avions pas les machines et donc l'énergie permettant d'alimenter ces machines sur Terre, le PIB mondial serait divisé par 100 à 200. Voilà, c'est ça que ça veut dire en termes très très clairs. Alors on peut voir la conséquence de ce que je viens de vous raconter sur ce graphique que je vous montre, qui est un graphique que j'avais commencé par faire par curiosité il y a une dizaine d'années, puis quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, bah dis donc, c'est frappant. Et en fait, ce graphique, il vous donne année après année, en partant de 1965 en bas à gauche et en allant jusqu'à 2019 en haut à droite, pour chaque année, l'énergie sur l'axe horizontal, l'énergie mondiale utilisée, et le PIB mondial sur l'axe vertical. Ben, vous voyez que nous avons affaire à une droite. En fait, l'énergie, c'est le parc de machines en service. Donc plus on met de machines en service, plus il y a d'énergie, et plus on produit. D'où certains économistes qui théorisent la fin du travail. Ouais, il y aura la fin du travail tant que les machines bossent pour nous. Le jour où il n'y a plus assez d'énergie, je vous assure qu'on va retrouver le travail. Et donc, en fait, une société sobre en énergie, ce n'est pas une société dans laquelle c'est la fin du travail et la seule question est de savoir où on part en vacances. Une société sobre en énergie est une société dans laquelle on recommencera à transpirer. Voilà. Alors, cette énergie, elle est essentiellement fossile. Vous avez ici la quantité d'énergie qu'on utilise sur Terre depuis un siècle et demi, enfin, on, pas nous, les machines. Et vous voyez que les énergies, historiquement, se sont empilées les unes sur les autres. Elles ne se sont pas du tout substituées. Donc, au bois est venu s'ajouter le charbon, en noir en bas, puis est venu s'ajouter le pétrole, orange au-dessus, puis est venu s'ajouter le gaz, etc. Et les nouvelles énergies renouvelables, là, qui excitent tant les journalistes, les politiques et parfois EDF que vous avez tout en haut, là, c'est le petit machin rose. Vous voyez que ça ne change strictement rien aux ordres de grandeur pour le moment. Alors, on pourra discuter tout à l'heure de savoir si un jour ça va complètement changer la donne. J'ai quelques doutes, je pourrais expliquer pourquoi. L'essentiel des énergies aujourd'hui utilisées sur Terre sont des énergies dites fossiles, tout simplement parce que c'est des fossiles, et ça fait 50 ans que c'est des énergies fossiles qui composent 80% du mix mondial. Du reste, ici, je vous propose un autre graphique que j'ai fait, dans lequel vous avez, de 1965 à 2019, je suis désolé, j'ai pas remis les dates, en abscisse la quantité d'énergie qu'on utilise et en ordonnée les émissions de CO2 dues à l'usage de l'énergie. Ben, vous voyez, on n'a rien décarboné du tout, c'est une droite absolument parfaite. Donc, nous n'avons rien décarboné en matière d'énergie depuis 50 ou 60 ans. Et ni la croissance du nucléaire dans le monde, ni la croissance de l'hydroélectricité, ni la croissance des renouvelables n'ont changé fondamentalement le fait que les énergies fossiles sont restées à 80%. Et alors, comme l'essentiel de l'énergie est fossile, vous avez ici le drame des négociations climat, qui est que plus il y a de CO2, plus il y a de PIB, plus il y a de PIB, plus il y a de CO2. En fait, c'est un rapport de cause à conséquence. Plus il y a de machines, plus il y a de PIB, mais comme les machines consomment de l'énergie fossile, plus il y a de machines, plus il y a de CO2. Donc aujourd'hui, on ne sait pas faire plus de PIB avec moins de CO2. Et ma conclusion, après avoir bien regardé la physique sous-jacente de l'économie, c'est qu'on ne saura jamais faire dans les bons ordres de grandeur pour garder la civilisation industrielle qu'on a aujourd'hui en allant à la neutralité carbone. Donc en gros, aller à la neutralité carbone, c'est accepter une récession structurelle. C'est clairement ça. Alors là-dedans, je vais revenir à l'économie. Vous avez ici le prédécesseur de M. Tirole, qui théorisait l'économie à une époque où le prix Nobel n'existait pas, qui, je le rappelle, n'est pas un prix Nobel, hein, c'est le prix de la Banque de Suède. C'est une OPA sur la fondation Nobel. Nobel n'avait pas prévu de prix pour l'économie, il faudra lui demander pourquoi. Bon, c'est un peu difficile, il est mort, mais il n'avait pas prévu de prix. Et c'est la Banque de Suède qui, dans les années 60, a dit non, mais ça serait quand même bien, on va en faire un aussi pour l'économie. Mais donc c'est le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en la mémoire d'Alfred Nobel. Enfin, prix Nobel. Donc notre ami Jean-Baptiste Say, grand ancêtre de Béguin, enfin du Say de Béguin-Say, hein, c'est le même, à une époque où on théorise l'économie classique, dit, ben voilà, quand on va regarder ce qui compte dans la production économique, les ressources naturelles, ça va valoir 0.
Alors c'est la conséquence de ce que j'ai dit tout à l'heure. À une époque, il y a 2 siècles, il y a beaucoup moins de gens qu'aujourd'hui. On est beaucoup moins productif parce qu'on a beaucoup moins de machines. En fait, il y a beaucoup moins de machines en service. Et au premier ordre, on peut considérer que le monde est presque infini face à la modestie de l'humanité. Donc les prélèvements qu'on peut faire de ressources, ça ne change pas grand-chose au stock résiduel de ressources. Donc vous savez, pour tous ceux d'entre vous qui ont fait des maths, qu'une variation finie dans un stock infini, c'est une variation relative nulle. Donc on se dit, on ne va pas s'emmerder à mettre des zéros partout dans les équations. Restons à 0. Sauf que ça nous a amené à théoriser le système de façon permanente comme suit. Le système productif a donc 2 facteurs de production, les gens qui travaillent et le capital. Et si j'ai mes 2 facteurs de production, eh bien le supermarché est rempli et les retraites sont payées. Alors, au regard de l'économie physique que je viens de vous exposer, moi je dis oui, peut-être, sauf que pour remplir le supermarché, il faut les ressources qui vont permettre de faire les produits qui permettent de remplir le supermarché. Et ça, c'est vrai même quand on est dans les services. Et moi, je suis dans les services. Je même des services totalement inutiles. Je suis consultant. Eh bien, dans mes services inutiles, j'ai besoin d'un ordinateur. C'est des ressources tout à fait matérielles. J'ai besoin d'un bureau. C'est des ressources tout à fait matérielles. J'ai besoin de me transporter dans un RER qui est fait en ressources tout à fait matérielles. J'ai besoin d'un stylo qui est tout à fait matériel. J'ai besoin d'un réseau de télécom qui est tout à fait matériel. Et j'ai besoin de clients qui eux-mêmes sont dans des flux tout à fait matériels. Donc, l'idée qu'on pourrait avoir une économie tout à fait désincarné au milieu du vide intersidéral, ça ne marche pas, même pour les services. Hein. Donc on a besoin de ressources, et on a besoin d'une capacité de transformation de ces ressources. Ça s'appelle le travail, du reste en physique, le travail c'est la transformation. Hein. Et comme je l'ai évoqué juste avant, ce travail il est fait un peu par nous, et essentiellement par les machines. Alors là, il y a également du capital dans cette représentation. Le capital, c'est une transformation, je ne l'ai pas mis là, c'est une transformation de ressources naturelles comme le reste, sauf que ça ne se détruit pas quand on s'en sert. Alors ce qu'on voit bien dans cette représentation, c'est que si à un moment, pour une raison voulue, changement climatique, ou subie, les réservoirs sont vides, j'ai plus assez d'énergie fossile, eh bien, même si j'ai des gens prêts à travailler et des banquiers très complaisants, et du reste on a les deux en ce moment de façon surnuméraire, il y a du pognon partout, on ne sait plus quoi en faire, donc la valeur de tout et n'importe quoi augmente jusqu'à des plafonds totalement déraisonnables, les entreprises, les mètres carrés parisiens, les œuvres d'art, enfin tout ce que vous voulez. Et puis on a des gens surnuméraires partout, puisqu'il y a du chômage partout. Donc on ne manque pas des 2 facteurs de production qui sont dans la théorie économique. Par contre, on commence à avoir des petits stress sur l'énergie, et ça fait des stress sur le PIB, et il ne suffit pas de mettre plus de gens au travail pour augmenter le PIB, ça ne marchera pas comme ça. Et si on a un stress sur les ressources, par exemple, si vous êtes dans la pêche et qu'il n'y a plus de poissons à pêcher, vous pouvez avoir plein d'énergie, plein de bateaux, plein de marins et un crédit maritime très, très coopératif, pardon pour le jeu de mots, ce n'est pas pour autant que vous pêcherez plus de poissons, donc il y aura moins de choses à pêcher. Voilà, donc ce qu'il faut bien voir, c'est que dans cette représentation de l'économie physique, en fait, si on a une limite très forte sur l'énergie, encore une fois, qu'on se l'impose pour des raisons climatiques, et on va évidemment discuter, j'imagine, de la possibilité de passer du fossile au décarboné. Mon avis là-dessus, je pense que ça ne se fera pas un pour un dans les délais. Si on a une contrainte, donc soit pour des raisons climatiques, soit pour des raisons géologiques, il se trouve que par exemple sur le pétrole conventionnel, la production a commencé à décliner depuis 2008 et ce n'est pas une affaire de climat, c'est juste qu'il n'y en a plus assez. Hein. Eh bien, vous aurez un stress sur le PIB vrai, c'est-à-dire la vraie production de biens et de services. Là aussi, on pourra peut-être en discuter. Aujourd'hui, une partie du PIB est devenue du PIB faux. C'est de l'inflation d'actifs non corrigée dans les calculs. Parce qu'on corrige l'inflation des biens courants, mais on ne corrige pas l'inflation des actifs quand on fait les calculs du PIB. Donc si le prix de l'immobilier double, ça fait du PIB virtuel, qui est réel dans la croissance du PIB, mais qui est totalement virtuel parce que ça ne fait pas plus de mètres carrés pour les gens. Alors ce que je suis en train de vous dire avait été théorisé il y a 50 ans déjà, par une équipe de dynamiciens des systèmes issus du même prestigieux établissement que Thomas Olivier, c'est-à-dire le MIT, et ils avaient regardé comment pouvaient évoluer un certain nombre d'indicateurs macroscopiques caractérisant l'humanité sur une planète finie. Alors les indicateurs caractéristiques qu'ils avaient regardés, c'était la population, que sur ce graphique vous voyez ici en vert, la quantité de nourriture produite, que vous voyez ici en violet, la production de biens industriels, que vous voyez ici en rouge, la pollution, c'est-à-dire les sous-produits indésirables que je vous ai évoqués, et ça, c'est les ressources restantes. Alors, nos amis disent, au début, j'ai un stock de départ de ressources, la population, je démarre en 1900, hein, la population n'est pas très élevée, la nourriture, j'en produis pas énormément, puisqu'il n'y avait pas énormément de gens à nourrir, etc. Et alors, le rapport a été fait en 1972, hein, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe qu'au début, tout va bien.
vous voyez, la population augmente, la nourriture qu'on produit augmente, la production industrielle augmente, la pollution n'augmente pas très très vite et les ressources ne baissent pas très très vite, donc tout va bien. Et au moment où sort le rapport dit du Club de Rome, non seulement tout va bien, mais ils avaient théorisé que tout continuerait à aller bien pour encore un certain temps. Hein. C'est-à-dire qu'on continuerait à avoir pas mal de ressources, qu'on continuerait, etc., et que la pollution ne serait pas encore dramatique. C'est après qu'on rigole. Donc ils nous disent, après, vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Tant qu'on cherche à faire croître la production économique, c'est-à-dire le prélèvement de ressources, pour la transformer en autre chose, quelque part dans le courant du XXIe siècle, le système s'effondre sur lui-même. Alors un effondrement, c'est quoi? C'est que vous êtes au-delà de la capacité de relaxation du système. Il ne peut plus revenir en arrière après que vous ayez franchi des seuils. C'est physique, ça aussi, hein, c'est des trucs qui sont bien connus en physique. Et à ce moment, quoi que vous fassiez, de toute façon, la population diminue de façon drastique, la production industrielle diminue de façon drastique, la quantité de nourriture qu'on peut produire sur Terre diminue de façon drastique. Voilà. Alors, si vous avez plus de ressources, vous en consommerez plus, vous êtes plus tranquille sur les ressources, mais du coup, vous polluerez plus, donc c'est la pollution qui vous tue. Enfin bon, bref, ils avaient changé les conditions initiales dans tous les sens, et dans tous les cas de figure, ils étaient retombés sur la même conclusion. Dans le courant du XXIe siècle, le système s'effondre. Alors, au Shift Project, je vais finir la présentation par là, on va essayer pour les prochaines présidentielles de sortir un programme économique qui n'ait pas besoin de croissance. Alors, plus exactement, on dit on va sortir un programme économique qui est « je joue à l'accord de Paris pour de vrai ». Et l'accord de Paris, c'est on devient neutre en carbone en l'espace de quelques décennies. Alors si vous voulez voir ce que ça représente, ça veut dire en particulier que les émissions sont divisées par 3 d'ici à ce que mes enfants aient mon âge, donc dans les 30 ans qui viennent. Ça veut dire qu'elles doivent baisser de 5% par an tous les ans à partir de maintenant. 5%, c'est ce qu'elles ont fait en 2020 à cause du Covid. Hein. Donc tous les ans, il faut faire la même chose. Et ça veut dire en particulier, à cause du fait que c'est l'énergie fossile qui est la pièce maîtresse de la civilisation thermo-industrielle que nous avons créée, ça veut dire que nous sommes en récession structurelle. C'est ça que ça veut dire. Donc nous, on va dire, bah, très bien, on va essayer de voir à quoi ça ressemble, de continuer à avoir des jobs, de l'espoir, et comment est-ce qu'on organise nos activités dans un monde où la sobriété devient le maître mot. Comment est-ce qu'on fait pour organiser ce truc-là et s'en sortir le moins mal possible? Donc c'est exactement ce travail que nous avons commencé à faire. Il sera probablement jamais parfait, mais c'est une base de discussion qu'on va essayer de poser sur la table à partir de septembre pour être capable d'engager un débat que nous espérons adulte sur le problème que je viens d'évoquer, sans se raconter d'histoire, et avec une approche qui est bouclée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gens qui vous racontent qu'on va s'en sortir, par exemple avec les renouvelables, en fait, ils font des trucs pas bouclés. C'est de la croissance verte, c'est-à-dire que le truc se marche sur les pieds avec les hypothèses de départ. Voilà.